retrouve à Genève sur un domaine, petit domaine de 7 hectares qui est travaillé de façon un petit peu atypique depuis déjà les années 80, puisqu'en fait, à cette époque-là, on avait déjà à la fois pris je dirais la mesure de la nécessité de travailler sur le durable, puisqu'en fait, une des premières choses que j'ai mis en place sur le domaine, c'était de supprimer tout ce qui était désherbant et engrais. Et faire une démarche qui soit une démarche respectueuse, où elle avait un sol qui était enherbé, non travaillé, et dans l'optique de permettre à la vigne de s'implanter, de s'équilibrer, de s'épanouir dans des conditions d'harmonie. Sur mon domaine de 7 hectares, on a arraché 5 hectares de chasselas pour planter 16 cépages différents, des cépages qui n'étaient absolument pas traditionnels pour Genève, même pour la Suisse, puisque certains étaient très exotiques. Dans l'optique effectivement d'avoir une diversité d'encépagement qui nous permettent de faire des vins de cépage et des vins éventuellement d'assemblage. Alors, je pense que ce qui est intéressant, c'est effectivement c'est cette diversité, c'est ce qui fait la particularité de Genève, et je pense que c'est ce qui fait l'intérêt, ce qui fait aujourd'hui la reconnaissance de Genève, c'est cette diversité d'encépagement. Alors, je prends la paternité et la responsabilité cet état de fait, et je pense que le climat de Genève, avec l'évolution du climat, aujourd'hui permet de travailler cet encépagement très diversifié. Ça permet de faire des vins différents, ça permet aussi de différencier les caves les unes des autres, parce que chacun a finalement son interprétation personnelle de chaque cépage. Avec l'évolution des climats, on se rend compte que des cépages qui paraissaient assez ambitieux, voire marginaux à une époque au niveau de la maturité, aujourd'hui sont des cépages qui sont tout à fait adaptés et qui sont à l'avant-poste des grands vins qu'on peut faire en Suisse. Alors moi j'ai une démarche qui est un peu atypique parce que finalement je suis d'une famille et d'une génération de vignerons, mais avec un détour par la parfumerie, puisqu'en fait je ne me destinais pas initialement au monde du vin, et par le détour, par le biais de la parfumerie, je me suis passionné pour les arômes, et grâce à ça, et c'est peut-être l'explication pour laquelle effectivement le simple fait de travailler sur 3 cépages, du chasselas, du gamay et du pinot, ce qui étaient un peu les conditions traditionnelles de Genève dans les années 80, je me suis dit que là j'allais assez vite m'ennuyer et qu'il fallait que effectivement j'aie d'autres cépages pour pouvoir travailler en création comme on travaille en création dans le parfum. Puis finalement, quand j'ai quitté la parfumerie, je me suis dit qu'on pouvait faire la même démarche dans le vin, c'est-à-dire qu'il y avait la même notion de création d'une part, et c'est pour ça qu'on s'est intitulé Vigneron Créateur, et que par ailleurs on pouvait travailler de la même façon au niveau de la création. Et très récemment, une gamme fusion est née dans cette approche qui est l'approche vraiment de créer quelque chose à travers le vin avec un concept comme on crée un parfum. En travaillant dans des régions qui sont des régions un peu plus sud et un peu plus chaudes que ce qu'on avait initialement à Genève, mais ce qui est en train de venir tranquillement avec l'évolution du climat, m'a permis effectivement une remise en question par rapport à tout ça. Le terroir, finalement, on le crée, on l'installe
il n'y a pas forcément de grand ou de mauvais terroir, et il y a peut-être des interprétations qui sont plus ou moins réussies. Mm. Mais je pense que l'encépagement, le sol, le sous-sol, l'équilibre. Moi, je parle souvent plutôt que de terroir, de notion d'équilibre, de notion d'harmonie ou d'implantation idéale de la plante, du cépage dans la région, à travers effectivement le sol, le sous-sol, et puis aussi la façon, le savoir-faire, c'est-à-dire là, dans la musique, on joue des partitions, on joue Mozart, mais chacun finalement l'interprète à sa façon. Et le vin, c'est la même chose. On travaille un peu tous avec les mêmes cépages, mais on a des conditions différentes. L'orchestre est différent, le climat est différent. Et puis L'humeur. exactement, les millésimes se suivent, ne se ressemblent pas. Et c'est vrai qu'à Genève, on a l'avantage d'avoir un climat qui est très contrasté. C'est-à-dire qu'on peut avoir des millésimes précoces, et puis tout d'un coup, on a un millésime un peu plus tardif. Je pense qu'il y a effectivement des cépages qui trouveront leur place, qui sont des cépages. Alors à l'époque, quand on plantait des Cabernet Sauvignon et des Syrah dans les années 80, on nous disait ah mais vous êtes fous, ça mûrira jamais. Aujourd'hui, on peut peut-être planter des cépages qui sont encore plus audacieux, comme des cépages qui sont originaires du sud, encore plus sud, encore plus chaud, c'est comme le Touriga national, qui est un cépage portugais. On peut partir aussi sur des cépages espagnols, comme l'Albarino, le Verdero. On peut aussi partir sur des cépages. Il y a un vivier très important dans la Grèce, où il y a un certain nombre de cépages autochtones qui sont inexploités. La Sirtico, par exemple, en cépage blanc, qui est un grand cépage. Donc, non, mais je dirais, les générations de passionnés qui vont nous suivre auront du travail, et ils pourront s'exprimer sans avoir besoin de continuer à faire ce que les générations précédentes avaient fait. L'évolution, elle doit être quotidienne. Chaque année, chaque millésime, on doit en tirer des conclusions. Et puis, c'est ce qui est intéressant, parce que finalement, on revient à remettre les compteurs à zéro chaque année, et puis à être un peu devant une page blanche et écrire l'avenir. C'est ce qui est intéressant. Il ne faut pas se cantonner à la tradition. On peut très bien créer l'évolution sans conflit avec la tradition. Bon, en tant que pionnier, en tant qu'innovateur, je pense que voilà, heureusement, l'avenir s'écrit tous les jours. Alors c'est toujours un peu compliqué de citer des noms, parce que finalement, quand on cite des noms, on en oublie forcément. Mais je pense que des personnes comme Jean-Pierre Pellegrin, comme Nicolas Bonnet, comme Stéphane Gros, sont effectivement des gens qui ont chacun une personnalité, une interprétation différente. Stéphane est aujourd'hui un petit peu dans une direction un petit peu plus à valoriser un élevage à travers le bois. Jean-Pierre est en fait un peu quelqu'un qui fait un consensus entre des contenants différents, que ce soit des œufs, des choses comme ça. Donc voilà, c'est intéressant. Et puis après, il y a une chose qui est très importante, c'est la nouvelle génération qui s'exprime à travers des personnalités qui ont envie de prouver, de démontrer. Et je pense que cette nouvelle génération est plus innovante que ma génération, où effectivement, pour moi, c'était parfois un petit peu compliqué le dialogue avec mes confrères. Mais je pense que l'ouverture est beaucoup plus marquée avec la nouvelle génération. Et puis alors aussi, un autre œil qui est très important, c'est l'apport de l'œil féminin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vigneronnes, Émilienne Hutin, Sophie Dugerdil, qui font des choses aussi très très intéressantes. Et c'est intéressant d'avoir effectivement cette approche qui est une approche aussi différente. Et ce qui est intéressant dans le vin, c'est la diversité.
Donc là, c'est une démarche, c'est un vin qui a vraiment été, qui est très atypique, puisqu'en fait, on est parti sur un élevage qui marquait en fait le point final de mon travail, de ma recherche sur le bois, puisqu'en fait, dans les années 80, on a commencé à implanter ou à essayer avec un tonnelier qui s'appelait Maison de Taranceau, de travailler sur Genève avec une valorisation à travers un élevage sur le bois, ce qui n'était absolument pas courant, pas commun. Il y avait traditionnellement quelques foudres sur le canton, mais il y avait très peu ou pas de barriques. Et puis progressivement, en tant qu'innovateur, créateur, je me suis rendu compte que finalement le bois devenait un peu un élément encombrant, dominant, et peut-être aussi avec l'évolution aussi du goût du consommateur, que finalement cette aromatisation, on pouvait peut-être la mettre de côté et puis se contenter de valoriser les matières premières pour ce qu'elles sont, vraiment sans aromatisation. Faire du vin qu'avec des raisins. Du coup, cette cuvée, c'est le point final à cette Alors ça, expérimentation exactement. Voilà. Donc ça, on a été jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on est parti sur un choix de 2 millésimes, puisqu'en fait, moi, je travaille souvent justement dans la création avec des assemblages. Alors, assemblage de cépages, assemblage de millésimes. Et en fait, sur cette gamme-là, on est parti sur 2 millésimes antérieurs à 2010. Alors, on a eu la chance d'avoir un 2008 et un 2009 qui étaient très différents. Un 2008 qui était plutôt un peu nord et qui était vraiment un millésime travaillé sur le côté froid. Et le millésime 2009 qui était plutôt un millésime travaillé sur le chaud. Donc, on a sélectionné les plus belles barriques. On a élevé les vins séparément par cépage et par millésime pendant 6 ans. Les arômes et les tanins se sont patinés, c'est-à-dire qu'on a eu vraiment le travail du temps. On a laissé le temps au temps et on a, grâce à ça, obtenu ce vin qui a beaucoup de complexité aromatique, qui a réussi à passer le cap de l'aromatisation du bois et le fruit est revenu et on a une complexité, on a une harmonie, on retrouve les notes griottes, ouais, chocolat, ouais. Et puis le côté kirsch. Ouais. Et finalement, c'est un peu la définition de ce vin. Ça donne faim. Ça donne faim. Mais quand on a faim, on déguste bien. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Santé. Santé.